La police américaine dans la tourmente, c'est notre grand angle. Les violences policières aux États-Unis, un sujet relancé en ce début d'année après le passage à tabac mortel de Tyre Nichols, afro-américain de 29 ans. Les vidéos de son arrestation ont choqué tout le pays. Ses funérailles ont eu lieu mercredi en présence de Kamala Harris, la vice-présidente américaine. Il y avait aussi des membres de la famille de George Floyd qui étaient présents. Alors, comment expliquer ces violences? Peut-on parler de racisme systémique au sein de la police américaine? Les États-Unis ont-ils un problème tout simplement avec leur police? C'est le grand angle de 64 minutes et voici nos invités. André Caspi, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous êtes donc auteur, je vais retrouver ça tout de suite, de Mes chroniques américaines aux éditions de l'Observatoire, spécialiste des États-Unis. Et avec vous, Yann Philippe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en histoire et civilisations américaines à l'Université de Reims et vous avez consacré votre thèse aux réformes menées au sein de la police de New York. Alors on va revenir sur cette affaire, l'affaire Tyre Nichols. Les 5 policiers incriminés, qui ont été renvoyés d'ailleurs, sont noirs comme leurs victimes présumées. Est-ce que ça en fait une affaire différente? André Caspi. Oui, ça fait une affaire différente parce qu'on ne peut pas parler d'un racisme systémique. C'est une affaire différente de celle de Minneapolis, par exemple, où en 2020, un policier blanc avait étouffé sous son genou George Floyd, ce qui avait déclenché toute une série de manifestations à l'encontre des polices dans beaucoup de villes américaines. Là, il s'agit en somme de violences qui ont été exercées par des Noirs sur un Noir dans une ville, Memphis, qui est aux 2/3 une ville noire. C'est-à-dire qu'au fond, même la chef de la police est noire. Oui. C'est elle-même qui a créé cette unité spéciale, Scorpion, qui a pour but de lutter contre les gangs, contre tous ceux qui violent la loi. Et par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire correspond à une situation très particulière qui est celle de Memphis, ou si vous préférez, des quartiers noirs et des villes noires aux États-Unis. Yann Philippe, est-ce que vous partagez l'analyse d'André Caspi? Alors, pas tout à fait. Je dirais que cette affaire a aussi à voir avec le racisme, et ce qui peut paraître surprenant, surtout si on pense que le racisme, finalement, c'est quelque chose d'individuel, qui touche les relations interpersonnelles, qui a trait à la psychologie, aux préjugés. Si on pense que le racisme, au contraire, c'est quelque chose qui traverse la société américaine, qui traverse le monde politique, la police, la façon dont on réside dans les villes, alors là, il me semble que ça a à voir aussi avec le racisme. Un racisme social, vous voulez dire ou un racisme, alors l'expression racisme systémique a fait polémique, et je pense que, par exemple, ça serait difficile de dire que la police est raciste, puisque la police n'est pas un individu, donc ça n'a pas tellement de sens. Mais par exemple, on sait que les actions policières sont menées prioritairement dans des quartiers pauvres, dans des quartiers où vivent des minorités, des populations noires. Et on sait aussi, c'est très documenté, que par exemple, si on est trafiquant de drogue et qu'on habite dans un quartier blanc résidentiel, on a beaucoup moins de chances, beaucoup moins de probabilité d'être arrêté par la police. Donc là, il me semble que ce qui est en jeu, c'est la concentration de l'activité policière dans un certain nombre de quartiers qui ont été identifiés comme des quartiers posant problème. Ce qui pourrait expliquer ce dérapage, ces violences policières, parce qu'on rappelle qu'au début, c'était une arrestation pour un contrôle routier. Donc on peut être étonné après de la violence des policiers. Non, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a une sorte de jeu extrêmement dangereux de la part des automobilistes, notamment à Memphis, qui consiste à rouler n'importe comment et à faire ce que l'on appelle en anglais des donuts, c'est-à-dire des têtes à queue. Autrement dit, le contrôle de la circulation routière est un des éléments auxquels les policiers sont confrontés. Et la raison pour laquelle Tyre Nichols a été arrêté, c'est que les policiers estimaient que sa conduite n'était pas tout à fait normale. Alors, je ne sais pas s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Je pense qu'ils ont certainement tort. Mais ça veut dire que malgré tout, le but de la police, c'est précisément de poursuivre tous les délinquants possibles, y compris bien sûr les vendeurs de drogue. Et je rappelle que Memphis est la 4e ville en ce qui concerne
la criminalité, c'est-à-dire la 4e ville aux États-Unis en ce qui concerne la criminalité, et c'est une criminalité contre laquelle la police essaye de lutter, plus ou moins avec succès. Oui, mais effectivement, donc vous rappelez les conditions, mais là, ça n'explique pas ce déchaînement de violence, parce que ça a duré extrêmement longtemps. Bien sûr. Ils se sont acharnés sur cette personne. Est-ce que c'est aussi symptomatique d'une violence, parce que vous parlez de la violence de la ville en elle-même, et c'est vrai que les chiffres sont impressionnants. Alors je pourrais vous citer les chiffres des tirs policiers. 1093 morts par balle en 2022, c'est un décompte qui est fait par le Washington Post depuis 7 ans maintenant. Et en fait, grosso modo, il y a 1 millier de morts liés à ces tirs policiers, mais on peut aussi voir que de l'autre côté, le taux d'homicide est énorme, 25 000 homicides par an aux États-Unis. Est-ce que ce sont des violences qui se reflètent, selon vous ? Alors, je pense que cette affaire-là, ce drame-là est une bonne occasion de réflexion parce qu'on voit très bien qu'elle n'est pas liée, l'action elle-même, l'arrestation elle-même de Tyre Nichols n'est pas liée à de la criminalité. C'est-à-dire qu'on voit que très vite, les policiers le font sortir de sa voiture, très vite, ils se rendent compte qu'il n'est pas armé, qu'il ne représente pas une menace. Donc il me semble que ce qui est en jeu là, c'est quelque chose de différent, qui est la relation des policiers avec la population. Et on a une situation où des policiers considèrent que s'il n'y a pas une soumission immédiate de la part des citoyens, ils sont en droit d'exercer une violence parce que ces citoyens remettent en cause leur autorité. Et donc je pense que ce qui se joue là, c'est ça. C'est ce que les policiers estiment être une forme d'irrespect, et on voit que ça déclenche une action un peu incontrôlée de leur part, avec toute une série d'actions qui se succèdent, des ordres contradictoires. Voilà, c'est comme ça. Si je vous suis, effectivement, donc il y a ce ressenti, cet irrespect que vous nous dites ressenti par les policiers, mais est-ce que c'est lié à une augmentation de la violence aux États-Unis, au fait qu'on puisse être armé, ce qui fait que ça peut les rendre plus nerveux et malheureusement ça peut dégénérer? Incontestablement, c'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'un policier arrête un automobiliste, la première chose qu'il fait, c'est de faire sortir l'automobiliste de la voiture, de lui demander de plaquer ses mains contre la carrosserie et de vérifier qu'il n'y a pas d'armes dans le compartiment à l'intérieur même de la voiture. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une crainte à l'encontre des automobilistes qui auraient commis une infraction. Dans le cas de Tyre Nichols, il n'a pas commis d'infraction. C'est pour cela que ça devient un drame. Parce que Tyre Nichols a peut-être conduit d'une manière qui était suspecte aux yeux des policiers, mais malgré tout, il n'a commis aucune infraction, autant que je sache. Ce qui veut donc dire qu'il est innocent. Mais... Et donc c'est pour ça qu'on comprend encore moins. Et d'ailleurs, l'Amérique a été sous le choc quand elle a vu les vidéos. D'ailleurs, tous les officiels, et même Joe Biden a voulu... effectivement prévenir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de fusillades, parce qu'on aimerait comprendre pourquoi effectivement peut y avoir un comportement aussi radical, brutal. C'est-à-dire, c'est pour cela au fond qu'il y a une indignation générale, ou presque générale, parce que précisément il n'y avait rien à reprocher à Tyre Nichols. Mais il y a d'autres cas dans lesquels les policiers sont obligés d'intervenir parce que l'automobiliste est armé. Et s'il est armé, ça veut dire qu'il peut à un certain moment tirer sur les policiers. Donc si vous voulez, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, et tout particulièrement, je crois, le port des armes, l'utilisation des armes à feu, c'est l'un des problèmes majeurs qu'affrontent les polices américaines. Mais dans le cas de Memphis, il n'y avait pas cet enjeu. Et c'est pour cela, je le répète, que c'est une violence policière qui n'a aucune justification et qui aboutit à la mort d'un innocent. La mort d'un innocent, c'est ce que vous nous dites. C'est le problème des armes aussi. Ça, c'est une évidence aussi. C'est le problème des armes qui fait que la police est aussi à cran. Alors, en l'occurrence, dans cette affaire-là, non. Non, mais je veux dire d'un point de vue plus général, parce que quand même, les chiffres sont assez impressionnants. Plus de 1000 morts par des tirs policiers par an. Oui. Alors, si on fait le décompte, il y a beaucoup de cas où, effectivement, les suspects avaient des armes. Mais là, il me semble que c'est différent, et donc ça nous force à réfléchir un peu différemment. Je pense que ce qui est en jeu, là, et on l'a vu, c'est cette unité Scorpion. C'est-à-dire unité spécialisée, considérée comme une unité d'élite de la police, comme il en a existé dans beaucoup d'autres villes, qui a un nom
qui cherchent à faire, dont la visée cherche à faire peur. On a eu beaucoup d'autres unités de ce genre dans d'autres villes et qui ont souvent fini par être dissoutes, comme c'est le cas là. Parce que ce sont souvent des unités qui attirent les policiers les plus agressifs, qui ont envie d'action, qui considèrent la population dans son ensemble comme des ennemis et qui ne sont pas toujours très bien formés. Donc sur les 5 personnes qui ont été renvoyées de la police, là, ils avaient tous moins de 6 ans d'expérience dans la police et 2 d'entre eux avaient moins de 2 ans et demi d'expérience dans la police. Donc là, on est face à une unité très particulier. Avec un manque de supervision de la part des supérieurs qui semble flagrant, et c'est ce qui explique aussi la flambée de brutalité policière à laquelle on a assisté. C'est la difficulté finalement à discipliner les policiers sur le terrain. Alors on va revenir à la réforme. J'ajouterais simplement qu'aux 5 policiers qui sont compromis dans cet assassinat, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, il faut ajouter 2 infirmiers ou 2 personnels qui appartenaient au service de l'infirmerie et qui ont regardé le spectacle et qui n'ont rien fait et qui ont été sanctionnés à leur tour d'ailleurs. Donc ça n'est pas simplement 5 policiers qui ont été sanctionnés, mais 7. Et le fait qu'il y ait eu des mesures dont un blanc. peut être expliqué. Un blanc. Et l'autre peut expliquer aussi que le fait que effectivement, j'ai perdu le fil de ma question, mais effectivement, voilà, ça a été démontré. Non, mais je vous en prie. On va revenir sur les réformes. Non, le fait qu'ils aient été sanctionnés, ce que je voulais dire, peut-être peut expliquer aussi qu'il n'y ait pas eu une mobilisation massive, comme peut-être la couleur de leur peau. Je pense à l'affaire George Floyd. Là, il y a vraiment eu le mouvement Black Lives Matter. Après, il y a eu vraiment énormément de manifestations. Là, ça a été plus calme. Est-ce que ça peut aussi s'expliquer avec ça? Parce qu'il y a eu des mesures fortes prises. Pour le moment, c'est plus calme, mais je pense que l'indignation est quand même largement partagée. Évidemment, le fait que les policiers soient noirs atténue un peu le choc, si vous voulez, la violence des réactions, mais il n'empêche que c'est à l'encontre des méthodes policières que ces réactions se manifestent. Alors on a beaucoup parlé des réformes, notamment après l'affaire George Floyd. Aujourd'hui, ces réformes, elles sont bloquées au Sénat. Mais est-ce que c'est déjà plausible de parler d'une réforme globale alors qu'on rappelle qu'il y a des milliers de services de police, que ça dépend en fait des États? Oui, alors il y a 18 000 services de police environ aux États-Unis, plus de 600 000 policiers. Et effectivement, la police aux États-Unis n'est pas une responsabilité de l'État fédéral, dans la plupart des cas. Elle est exercée dans les États et confiée aux comtés ou aux municipalités. Voilà. Donc depuis l'affaire George Floyd... Et vous croyez en une réforme? C'est possible ou pas? Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de réforme. Il y a eu 300 lois qui ont été votées environ concernant la police depuis l'affaire George Floyd. Donc il ne s'est pas rien passé. Simplement, comme il n'y a pas eu de vote au niveau national, au niveau fédéral, la loi qui avait été envisagée par les démocrates a été bloquée au Sénat par les républicains. Donc on ne l'a pas vu passer. Mais dans tous les cas, il ne pourra pas y avoir de réforme globale de la police menée par l'État fédéral. Constitutionnellement, ça n'est pas possible. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce n'est pas la France. C'est-à-dire que ça n'est pas un État centralisé, c'est un État fédéral. Alors, oui, effectivement, c'est un État fédéral, mais alors la réforme aussi des armes, là, est-ce que ça pourrait être d'un point de vue national? Est-ce que vous y croyez? Parce que ça passe peut-être par ça. Je vais vous décevoir, mais je n'y crois pas. Oui. Je n'y crois pas d'abord parce que la Cour suprême, en 2008, a considéré que la détention d'armes et même le port d'armes fait partie des droits constitutionnels, le 2e amendement à la Constitution, et d'autre part, il y a un lobby qui est extrêmement fort aux États-Unis, le lobby des chasseurs, le lobby des amateurs d'armes, le lobby de ceux qui veulent se défendre, et aujourd'hui, de plus en plus, on voit des femmes qui achètent des armes parce qu'elles ont peur et elles veulent se défendre. Donc, on vend même des sacs dans lesquels, à l'arrière, il y a une poche spéciale pour l'arme. Et vous voyez on est loin d'une réforme sur les armes. On n'est pas sur la réforme, on est au contraire dans le domaine de l'extension du port d'armes. Merci infiniment, messieurs, d'avoir participé à ce grand angle et on verra si des réformes sont votées à terme, en tout cas pour la police aux États-Unis.